Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice, technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également la créatrice de ce podcast. Je pense qu'on se connaît assez maintenant pour vous avouer que j'enregistre présentement cette introduction dans un placard, qui est finalement un home studio à moindre coût. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Camille Taillefer qui évolue dans le domaine du son sur les tournages et qui exerce le métier de perchwoman. On fait donc dans cet épisode un petit point sur les métiers du son dans le cinéma. On parle de l'attrait de Camille pour son métier qui consiste quand même, je le rappelle, à se balader les bras en l'air toute la sainte journée. Et on discute aussi d'un sujet un peu plus épineux, on va dire, qui est le fait d'être une femme dans un corps de métier traditionnellement plus masculin sur les tournages. On termine évidemment avec ma section préférée, le portrait filmois, où se mêlent joyeusement animation, nouvelle vague et comédie franchouillarde. Et film de Noël. Bonne écoute! On y va. Bonjour Camille. Bonjour Alix. Comment ça va? Écoute, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. On va s'aventurer aujourd'hui dans un domaine que j'ai pas encore exploré dans ce podcast, qui est le domaine du son. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Oui, je peux complètement. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Je suis perchwoman et j'exerce ce métier depuis un peu plus de 5 ans. Et sur quel genre de production est-ce que tu travailles? Alors, je travaille principalement sur tout ce qui est production. En ce moment, c'est beaucoup de la télévision. J'ai fait un petit peu de cinéma. Et là, je recommence à faire du documentaire et je suis très contente parce qu'à la base, j'ai commencé ce métier pour faire du doc. Mais malheureusement, c'est un milieu qui n'est pas du tout bien financé, donc pas beaucoup de personnes au son. Et là, ça y est, ça recommence à se débloquer un peu, donc je suis très contente. Tu viens de dire que tu étais perchwoman. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce métier? Alors, mon métier consiste donc à tenir les bras en l'air principalement, ce qu'on appelle une perche, qui est l'équivalent d'une canne à pêche, finalement. Je dis canne à pêche parce qu'elle est en carbone, parce qu'elle est très légère. Et blague à part, non, c'est quand même une perche avec un micro au bout. Et le principe de mon métier, c'est de suivre à la fois les mouvements des comédiens et des comédiennes et les mouvements de la caméra pour ramener le son qui correspond à l'image. Alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans ton parcours et tout ça, j'avais une question à te poser parce que, un peu comme tous les métiers, tous les domaines du cinéma où il y a plein de métiers différents, moi je suis un petit peu perdue des fois sur qui fait quoi et comment est-ce qu'on appelle telle personne qui fait telle chose. Donc du coup, est-ce que tu veux bien expliquer les différents postes qu'on retrouve dans les métiers du son sur les tournages? Absolument. Alors, sur les tournages ou dans le milieu audiovisuel? Parce qu'il y a la partie tournage et après il y a la partie post-production. Comme tu le sens. Alors, si tu te sens d'aller jusqu'à la post-prod. Le métier du son, on va dire, là on va commencer par le son direct, donc c'est le son qu'on prend sur le plateau. Donc on a en haut de la pyramide l'ingé son, celui ou celle qui est derrière la console, qui pousse les boutons, qui vérifie que les micros que portent les comédiens sont bien placés et sont clairs et intelligibles. Et c'est celui qui gère aussi la position des micros de ses perchman et de ses perchwomen pour que ça ramène ce que lui a envie de ramener comme son. En dessous de lui, tu as celui ou celle qu'on appelle le premier assistant ou la première assistante, le perchman ou la perchwoman. Et son travail consiste principalement à du coup tenir la perche, beaucoup communiquer avec les gens de la caméra et de la lumière parce que il faut vérifier que les déplacements que le comédien fait ou la comédienne ne va pas faire d'ombre quand toi tu suis avec ta perche, parce qu'il faut pas oublier qu'une perche c'est quand même un grand bâton et que le grand bâton quand il passe devant une lumière, et il fait une belle ombre de bâton qu'on n'a pas du tout envie de voir à l'image. Donc, principalement, voilà, quand tu es première assistante, tu passes beaucoup de temps sur le plateau, ce qu'on appelle à la face, c'est-à-dire là où il y a tout qui se tourne, pour régler ces problèmes-là.
Et ensuite, il y a le poste de second assistant, assistante, qui, lui, est plutôt pour les tâches, entre guillemets, annexes. C'est la personne qui va équiper les comédiens et les comédiennes, de façon à ce qu'ils arrivent déjà préparés sur le plateau. Donc l'ingé son, il aura juste à vérifier que les micros sont posés là où il faut, ou que ça frotte pas, etc. Donc ça nous permet de gagner du temps quand les comédiens et comédiennes arrivent sur le plateau. Parce que, excuse-moi, Non, parce vas-y. que du coup, les prises de son, elles sont de plusieurs manières aussi sur un tournage. T'as non seulement la perche, mais t'as aussi du coup des micros sur les comédiens. C'est En ça. plus. La perche, en fait, pour donner une image plus précise, le micro HF, c'est un tout petit micro, le micro, ce qu'on appelle les micros lavaliers. C'est une petite capsule qui va être sur les vêtements, qui est reliée par un câble à un boîtier qu'on va cacher sur les comédiens et les comédiennes. Alors il y en a qui aiment que ce soit caché à la cheville, il y en a on va le mettre dans la poche du pantalon. Voilà, il y a plein d'endroits pour cacher le boîtier. Après, on essaye que la capsule elle soit le plus haut possible au niveau du thorax pour qu'on ait dans le cône de la voix le son le plus intelligible et le plus clair. Mais par contre, le problème de ce petit micro, c'est que quand ta tête bouge, lui bougera pas, parce qu'il est fixe. Et tout l'intérêt de la perche, c'est que comme c'est dirigé par un être humain, l'être humain, il bouge ses bras en même temps que toi, tu tournes la tête. Et donc forcément, ça te ramène un son qui est beaucoup plus précis. Ouais. Mais il y a des fois où on est battu, parce que quand on fait des plans très très larges, nous, on peut pas mettre une perche dedans. Et le micro HF, donc le petit micro qu'on cache dans les vêtements, va nous permettre de ramener du son. Et ensuite, tu mélanges ça comme tu veux pour qu'on ait quand même quelque chose et qu'on se retrouve pas avec deux silhouettes dans un écran qui parlent pas. Exact. Alors que t'as envie qu'ils te racontent des trucs. Ok, d'accord. Voilà, donc t'as ces deux façons, ces deux micros qu'on utilise. Et donc le deuxième assistant ou la deuxième assistante, qui est un poste qui existe encore pas vraiment trop. Bon, on se bat pour qu'il existe, parce que sinon on prend des stagiaires qu'on paye pas beaucoup. Alors que quand on est second ou seconde, on fait énormément de choses. On s'occupe donc, comme je disais, d'équiper les comédiens et les comédiennes. On trimballe des kilos de moquettes qu'on déroule et qu'on renroule pour pas que les gens, quand ils marchent, ils fassent trop de bruit et que ça fasse ainsi des bruits parasites. On déroule des kilomètres de gaffeurs et de permacelles qui sont les scotch qu'on met sur le bord, des kilos de moquettes pour pas que les gens se prennent les pieds dedans. Donc la blague préférée des techniciens quand ils voient des assistants son poser des moquettes, c'est « Hey, tu travailles chez Saint-Maclou ?» Voilà. Wow. Quel humour. Bravo. Toujours une bonne partie de rigolade. Et donc ça, c'est les trois postes qui existent au niveau plateau. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle la post-production, qui se passe une fois que le tournage est terminé, où on a récupéré toute la matière sonore. Donc tu vas avoir le monteur son, celui qui va s'occuper de tout recouper pour que ça colle parfaitement. Le même principe que le monteur image, en fait, mais lui, il fait du montage sonore. Ensuite, tu as la personne qui fait tout ce qui est le mixage, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tout ce qui est son direct, bruitage et musique potentielle soit équilibré de façon à ce qu'il n'y ait pas un qui souffre par rapport à l'autre, qu'on n'entende pas une voix plus fort qu'un son d'ambiance ou inversement. Et le bruiteur dont je parlais, c'est pas nécessairement tout le temps parce que c'est un métier qui coûte cher en post-prod et des fois on n'a pas assez d'argent, mais c'est un super métier et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en France. Et les bruiteurs et les bruiteuses, ils refont les sons en regardant les images parce que des fois c'était pas bien. Voilà, ça c'est vraiment un métier fascinant. Ouais, et plein de créativité. Oui. Ils trouvent plein de solutions très rigolotes pour faire des sons, on dirait pas. C'est très drôle. Ok, merci beaucoup d'avoir explicité tout ça. Juste, du coup, j'ai une question, mais je connais la réponse, mais chef opson et ingé son, c'est la même personne? Absolument. Ok, d'accord. Et c'est mieux de dire ingé son ou chef opson? C'est égal. Ok, d'accord. Donc, pour revenir à toi, quel est ton parcours? Mon parcours depuis le bac ou mon parcours pour... Depuis le bac, moi ça me va. L'idée c'est de montrer tous les moyens par lesquels on peut arriver dans ce milieu. Donc, Alors, moi j'étais pas du tout partie pour faire du cinéma. J'ai fait un bac L, je suis partie en fac d'art appliqué. Donc j'ai un master d'art appliqué, option design textile.
Et en fait, j'étais partie pour aller au Mexique avec ma meilleure pote monter une boîte de design. Oh, wow. Mais j'ai passé le concours de l'école que j'ai faite à Toulouse, qui s'appelle donc l'ENSAV, et j'ai été reçue, et c'était pas du tout prévu, et du coup je suis tombée là-dedans, entre guillemets. Donc j'avais 24 ans quand je suis rentrée dans cette école, et en fait je me suis rendu compte que c'était ça ce que je voulais faire. Je savais pas avant d'essayer, mais en tout cas une fois que j'y étais, je me suis dit oh, c'est ça. Je savais pas encore trop quel métier, parce que la particularité de cette école, c'est que tu fais 2 ans de tronc commun où tu peux expérimenter tous les métiers, ça c'est super, et après tu choisis ta spécialisation, et moi j'ai choisi le son, alors qu'à la base c'était pas parti pour quoi. Oui, parce que tu passes de quelque chose beaucoup plus dans le visuel à quelque chose qui n'est plus du tout... Enfin, ça n'a plus rien à voir. Ah, pas du tout, pas du tout. Et puis en plus, c'est la petite histoire que je raconte à chaque fois, mais la première fois que j'ai eu un cours de son, donc on nous a montré à quoi ça correspondait, le perchman, la perche, le micro, machin. Et le premier truc que je me suis dit, c'est mais qui est-ce qui est suffisamment con pour passer sa journée les bras en l'air ? Me voilà. Voilà. Et mais pourquoi est-ce que tu avais passé le concours à la base ? Enfin, qu'est-ce qui t'est... Parce que j'ai fait un stage de fin d'études qui s'est pas très bien passé. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de travailler avec des connards dans le milieu de la mode et tout. Parce que comme je faisais du textile, c'est quand même un peu milieu mode et tout. Et je me disais qu'en même temps, c'était difficile de se faire des contacts. Et j'étais un peu désillusionnée parce que ça correspondait pas vraiment à mes attentes. Et je m'étais dit, j'aime la scénographie, tout ça. Et en fait, j'ai tenté le concours de l'ESAV, enfin de l'ENSAV maintenant, en pensant qu'il y avait une section scénographie. Il n'y a pas une section déco ? Si, mais moi je pensais pas vraiment à la déco. J'étais sur la scéno large, j'aurais pu, effectivement, mais j'étais plus en me disant, bon bah c'est une école de ciné, donc il doit y avoir... plein d'à côté. Et je crois, quand je l'ai passé, que je savais pas vraiment que c'était que ciné. Je pense que c'était aussi un peu spectacle vivant. Ouais. Voilà. Donc tout s'est joué sur une mécompréhension. L'école s'appelle l'École supérieure d'audiovisuel, pour info. Mais non, mais bon, après, il y a plein de moyens d'arriver à plein de métiers, donc en vrai, ça aurait pas non plus été complètement bête de te retrouver à faire éventuellement de la déco si tu voulais faire de la scénographie. Enfin, tu vois, il y a oui, bien sûr. En vrai, ça va, hein, mais c'est quand même des métiers, des milieux qui se rejoignent beaucoup. Oui, complètement, c'est des vases communicants, mais je crois qu'au bout de 5 ans, à mettre les mains dans la patouille et tout, à la fois j'avais envie, et à la fois j'avais un peu envie d'un truc un peu moins... pas mensonger, mais tu sais, quand tu bosses dans le milieu de l'art appliqué, t'apprends très vite à écrire des tartines de bullshit et à vendre tu vois, des trucs et des machins, et donc t'as le vocabulaire qui va avec, t'es très capable d'écrire des super beaux textes pour justifier qu'en fait t'as juste posé une salade sur une assiette et que tu l'as prise en photo. Ouais. Donc je crois que j'avais un peu envie d'autre chose, et en même temps je sais pas qu'est-ce que j'englobais derrière le mot scénographie. À un moment donné je m'étais dit la muséographie ça m'intéresserait vachement, et du coup je crois que c'était un peu dans cette idée là que j'avais eu envie de rentrer dans cette école, en me disant j'apprendrai des techniques d'éclairage, de mise en scène, etc. Ouais. Mais bon, finalement je suis tombée dans le son, donc voilà. Ok. Et est-ce que t'avais quand même un attrait pour le cinéma à la base ? Enfin, je suppose que t'étais dans l'art, donc... Ouais, j'aimais beaucoup le cinéma. Après, j'ai pas du tout une culture cinématographique comme celle des étudiants dans les écoles de ciné. Donc je t'avoue que moi au début ça m'a un petit peu... pas découragée, mais tu sais, où tu te sens un peu moins bien que les autres. Ouais. Et puis c'est surtout que comme c'est une école où t'as pas de limite d'âge, à part c'est accessible à partir de Bac+2, donc tu te retrouves quand même avec des gens qui sont assez jeunes. Et putain, mais des fois, je parlais avec des gens, mais ils avaient une culture, j'étais d'accord, donc toi t'as déjà vu tout Tarkovsky. Ok, ouais. Et écoute, moi avant de rentrer dans cette école, je savais pas qui c'était. Donc super. J'ai toujours vu aucun de ces films. Hein, moi, je les regarde au compte-gouttes. Moi, je sais pas, non, j'ai pas envie. Je sais qu'il faudra le faire un jour, mais j'ai pas très envie. C'est quand même super. Et en fait, je pense que j'ai fait un blocage dans ma tête
J'ai dit non, je regarderai pas des films de Tarkovsky. Non, voilà. c'est nul. J'attendrai d'avoir 35 ans, j'en sais rien. On verra. Je sais pas, peut-être qu'à un moment je me dirais ah ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est le je moment. peux apprécier. André, me voici. Mais donc du coup oui, t'aimais bien le cinéma mais t'étais pas... Ouais, j'aimais bien le cinéma quand même parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait regarder des films. J'ai vu beaucoup de cinéma d'auteurs français avec ma mère. À Toulouse, on allait tout le temps dans une salle qui s'appelle l'Utopia, qui diffuse plein de films, voilà, un peu d'art et essai. Et du coup, ça m'a quand même ouvert à plein de choses. Après, je suis aussi beaucoup cinéma étranger. Ma mère est d'origine libanaise, donc je me suis beaucoup intéressée au cinéma libanais, etc. Ou du Moyen-Orient en général. Regarder des films, ça m'a toujours plu. Donc c'est juste que je partais pas avec la même connaissance que celle que j'avais pu avoir en histoire de l'art. Voilà, je me suis quand même retrouvée face à des gens qui étaient habitués à faire de l'analyse de films, qui avaient fait des facs de ciné, qui étaient très calés sur de la technique et tout ça. Moi, je me rappelle qu'au début, quand on nous parlait des principes de montage de film, entre le moment où on le tourne, on le monte, on le mixe et on l'étalonne. Le mot étalonnage, les premiers mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire et mon cerveau refusait de l'imprimer. Donc régulièrement, quand on nous parlait d'étalonnage, ce qui est régler les couleurs, on va dire ça comme ça, pour que le film ait une jolie unicité colorimétrique, mon cerveau était incapable de comprendre ce que ça voulait dire. Donc à chaque fois qu'il y avait un prof qui me parlait d'étalonnage, j'étais en panique, je regardais mes copains, je disais putain c'est quoi déjà étalonnage, je me rappelle plus. Ouais. Voilà, alors que bon, la meuf elle vient d'art appliqué quoi, donc c'est des trucs que ça aurait dû percuter, mais comme c'est pas, en fait c'est tellement incroyable de te rendre compte qu'en fonction des domaines dans lesquels tu es, il y a un vocabulaire super précis et il faut réapprendre. Même si tu parles des choses qui sont assez similaires au fond, il faudra apprendre le vocabulaire qui correspond. Et ben c'est ce qu'on fait ici, ici maintenant. Donc après ton école, comment est-ce que t'en es arrivée à là où tu es aujourd'hui ? Et après mon école, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, pendant ma formation, j'ai rencontré une directrice de casting qui venait nous donner des cours, qui s'appelle Valérie Pangrazi, et avec qui je me suis très bien entendue. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que, comme on s'aimait bien, plutôt que de commencer, comme beaucoup, par la porte de la régie, moi j'ai commencé par la porte de la figuration. Oh, ok. Voilà. Elle s'occupait de beaucoup de casting, elle gérait énormément de figurants sur la région Occitanie, donc voilà, elle avait un gros panel de gens à appeler, et puis en fonction des tournages sur lesquels on l'employait, elle savait qu'elle pouvait proposer telle ou telle personne, et elle avait besoin de petites mains pour faire les contrats, être sur le plateau quand elle gérait d'autres trucs et tout, donc j'ai bossé avec elle et avec son assistante, et c'était trop bien parce que ça m'a appris à être sur un plateau, j'ai découvert plein de choses comme ça, genre la feuille de service par exemple, que tu dois lire avec beaucoup d'attention, surtout quand tu gères 80 personnes qui ne savent pas où elles vont. Ouais. Et où tu découvres des expressions que tu n'aurais jamais pensé lire, genre PPM. Qu'est-ce que ça veut dire PPM. Et vers qui tu te tournes pour dire qu'est-ce que ça veut dire PPM ? Parce que bien sûr, il y a aussi le côté de sur un plateau, on va pas dire qu'on sait pas. Hein. Donc, bah oui, tout le monde est en mode non, mais attends, mais bien sûr, PPM quoi. PPM, ça veut dire par ses propres moyens. Ça veut dire que la personne, elle vient toute seule, elle repart toute seule. Voilà, c'est tout. J'ai mis 1 an et demi avant de savoir ce que c'était. Bah oui, mais en même temps, enfin, c'est vrai que c'est vrai. C'est un vocabulaire hyper particulier, et il y a ce truc bizarre, enfin pas bizarre, mais il y a un peu ce truc de la performance, entre guillemets, quand t'es sur un tournage où il faut pas montrer que tu sais pas. Et du coup, des fois, tu te retrouves dans des situations où t'es en panique intérieure. Mais oui. T'es vraiment à dire, oh mon Dieu, je sais pas ce que c'est ça. Moi, une fois, mais c'était un tournage étudiant, donc ça va. Et une fois, on avait, on donnait un coup de main à tout le monde. Moi, j'étais seconde assistante réelle dessus. Et il y avait une électro, je sais plus qui m'a demandé d'aller chercher des gueuses. Je ne savais pas ce qu'était une gueuse. Donc voilà, donc comme j'ai déjà dit dans le premier épisode, une gueuse c'est un sac de sable, donc c'est vraiment très
bête comme truc, c'est pas un Oui, objet mais très si tu sais compliqué. pas. Donc j'ai ramené des pieds, moi. Et vraiment, on a beaucoup rigolé. Après, voilà, c'était pas très grave parce que c'était des étudiants et on était tous en mode, bon, on apprend. Mais si ça était arrivé sur un tournage pro... Bon, déjà, j'aurais pas eu à aller chercher des gueuses, normalement. Non, clairement donc pas. voilà, Mais c'est vrai que tout le monde part du principe que tout le monde sait tout. Mm. Et c'est vrai que Ouais. c'est dommage parce que des fois tu poses pas les questions. Ou alors, moi je suis toujours très contente quand je vois des stagiaires poser des questions. Ouais. Mais tu vois, la dernière fois, il y avait un stagiaire régie à qui on a demandé d'aller chercher un curver. Curver, c'est une caisse en plastique de la marque Curver. Et il était en panique totale. Ouais. Et je l'ai vu chercher sur internet ce que Oh, c'était Curver. non. Et je lui ai dit non, c'est juste la caisse là, qu'il faut que tu prennes. Et il m'a regardé genre merci, de rien. Ouais. Bah oui, c'est. Bah ouais, parce qu'en même temps, t'as pas envie entre guillemets d'embêter les gens qui te demandent à dire mais c'est quoi du coup en fait enfin... Non, c'est clair, mais moi je crois qu'aujourd'hui, si je pouvais parler à la Camille qui a fait son premier stage, je dirais mais meuf, mais pose des questions, c'est pas grave. Et je crois que je m'étais un peu empêchée de poser des questions. Alors que quand j'ai commencé à travailler avec du coup cette directrice de casting qui est super et que je remercierai jamais assez parce que c'est quand même elle qui m'a ouvert la porte pour pouvoir rentrer dans le milieu du cinéma et rencontrer le premier ingé son qui m'a prise en stage. Avec elle, j'arrivais à poser des questions. Ouais, oui. Mais parce que je pense que elle a toujours été dans la bienveillance avec moi et son assistante aussi, Alex. Et c'était trop chouette en fait de bosser toutes les trois, des fois dans des bureaux complètement improbables. Et ensuite se taper 2 heures de route pour faire une séquence d'enterrement et après repartir. Et à gérer des gens qui ont 3 fois ton âge et qui disent « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» Non, pas maintenant. Et dans combien de temps ? Oh, je sais pas, va manger des madeleines. On t'appellera plus tard. J'ai toujours beaucoup d'affection pour les gens qui s'occupent des figurants. Les figurants qui font les personnes qui existent dans la vraie vie du film. Ouais, c'est un peu t'es un peu la nounou, quoi. C'est finalement. Ça, t'es complètement la nounou. Complètement. Ouais, il y a beaucoup de gens dont on doit s'occuper sur des tournages, finalement. Ah, bah ça. Surtout quand t'es assistante réelle. Oui. Ok, donc t'as fait tout ce petit parcours en figure. Enfin, en figure. Du coup, t'étais chargée de figure, ouais. Et t'as pu, suite à ça, avec cette rencontre avec cet ingé son, faire ton premier stage. C'est et ça. Après, t'as directement bifurqué en son. Ouais, parce qu'en fait, l'ingé son, il m'a prise comme stagiaire. J'ai fait mon premier téléfilm. Ça, c'était en 2017. Mais j'avais déjà bossé en son avant ce stage. Mais c'était pendant une année de ce qu'on appelle le DURCA, où tu peux commencer à travailler ou faire des stages. T'es encore un peu étudiant, tu profites du statut étudiant, mais en même temps tu peux bosser, ça c'est assez cool. Et j'avais déjà bossé là pour le coup sur un long métrage. Et par contre voilà, de travailler sur ce téléfilm, après ça m'a un peu lancée, parce que du coup j'ai intégré une quotidienne dans le sud. Et là pour le coup c'était hyper confort, parce que la quotidienne c'est 51 semaines de tournage sur 52. Donc ça te permet d'avoir une visibilité sur le long terme entre guillemets, hein, parce qu'on reste quand même sur des projets d'intermittence, mais ça te permet de te projeter un petit peu de façon un peu plus régulière. Et du coup voilà, ça m'a fait rencontrer des gens, et de fil en aiguille, les gens que j'ai rencontrés sur la quotidienne m'ont fait bosser sur d'autres projets, ils m'ont parlé, j'ai rencontré d'autres gens. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Comment est-ce que t'arrives sur un projet ? Est-ce qu'on t'appelle ? Comment ça se passe ? En général on t'appelle, c'est soit des gens avec qui t'as travaillé qui donnent ton contact, soit on t'a recommandé. Et sinon, moi au début quand je suis arrivée sur Paris, je me suis inscrite à l'AFSI, qui est l'association française du son à l'image, où tu cotises une sorte de participation qui fait que ça fait les frais de fonctionnement tout ça, de cette association. Ça te permet aussi d'accéder à un annuaire des professionnels du son. Donc moi j'ai envoyé quelques CV, mais c'est vrai que c'est pas idéal comme accès, parce qu'en fait on est tellement à faire ça que quand on te répond c'est juste pour te dire je mettrai ton CV dans la pile des autres CV. Ouais. Et le problème c'est que quand même je trouve que dans notre milieu, tant que tu n'as pas été recommandé ou que la personne t'a pas vu travailler, c'est très difficile de juger sur un CV. Ouais. Voilà.
Et comme disait Maxime, la personne qui te recommande se porte garante de ton travail, donc toi, tu te dis oh là là, faut vraiment que j'assure. Et en même temps, c'est aussi super de voir que tu fonctionnes par envoi d'ascenseur. Moi, des fois, on me propose un taf, je peux pas le faire, donc je propose à quelqu'un d'autre, et je dis à la personne qui m'a appelée, je te conseille telle personne qui est très bien. Et la personne dont j'ai donné le contact va se dire ah Camille, la dernière fois, elle m'a dépanne d'un plan. Tiens, ça je peux pas le faire, du coup je vais lui proposer. Et il y a aussi des trucs qui se font comme ça par ping-pong, mais sinon je trouve quand même que de façon générale tu travailles avec des gens que tu connais. Ouais, tu disais que tu travaillais aussi sur du docu. Est-ce que c'est le même fonctionnement que pour la fiction ? Est-ce que c'est aussi des gens qui t'appellent ? Non, alors c'est pas le même fonctionnement. En docu, moi j'en ai quand même fait pas mal des pas payés, donc Ouais. voilà. Et là pour le coup j'étais plutôt appelée par une pote chef-op qui faisait le film à l'image et qui me proposait de faire le binôme avec elle au son. Ou sinon tu postules. En fait des fois tu vois passer des annonces. Moi je sais que je regarde quand même beaucoup cinéaste.org qui toutes les semaines te fait passer des annonces, alors rémunérées ou pas, mais en tout cas tu peux quand même avoir plein d'offres d'emploi entre guillemets. Pour les docus, ça m'est arrivé de postuler là-dessus. Et sinon, c'est par réseau, entre guillemets, de gens qui savent que, et qui ça fait effet boule de neige, et après, hop, on t'appelle, et voilà. Oui, parce que le documentaire, c'est un milieu quand même plus restreint, plus petit. Tout le monde ne veut pas bosser dans le docu. C'est ça, exactement. Et des fois, il y a des gens qui vont être approchés en disant « Ah, on a vu votre contact sur tel ou tel truc. Est-ce que ça vous intéresse ?» La personne, ça l'intéresse pas. Elle dit « Ah, mais je peux vous renvoyer vers quelqu'un qui ça va intéresser. » Et voilà. Est-ce que tu as un rôle à jouer en pré-production ? Sur des gros projets, non, parce que je suis que assistante. Et sur tout ce qui est court-métrage où je vais être chef, oui. Là, du coup, je m'occupe de la préparation, je pose des questions, j'établis la liste de matériel dont je vais avoir besoin, je réfléchis à tout ce qu'il va falloir être fait en amont. Quand tu fais des repérages, dire ah bah non, là ce décor c'est pas possible parce qu'en fait on tourne à côté d'un chantier où ils sont au marteau-piqueur de 8h jusqu'à 17h et c'est justement le moment où on tourne, donc non. Ou alors on joue le fait qu'il y a un marteau-piqueur et qu'ils parlent tous très très fort, et voilà, mais... L'enfer pour les oreilles. C'est horrible. Et là, oui, là, du coup, tu construis le son, entre guillemets, avant, avec le réal ou la réal que tu vas rencontrer pour des sessions de travail. Et ça, c'est super chouette. Mais sinon, non. Quand je suis sur des séries, des téléfilms, des films, mon rôle aujourd'hui, il n'existe pas, dans le sens où c'est mes chefs qui eux, sont vraiment actifs dans la pré-production. Et en post-prod, est-ce que tu... Par exemple, quand c'est toi qui es chef sur un projet, est-ce que tu fais quelque chose en post-prod ? Non. Moi, tu donnes tes trucs. Moi, je donne mes trucs et c'est fini. J'ai failli faire du mixage. Enfin, j'avais commencé un petit peu en sortant d'école. Et en fait, c'est une telle logistique. C'est de l'investissement de matériel, il faut de l'espace. Et moi, j'ai déjà investi sur du matériel pour faire des tournages. Et voilà, je préfère me dire que c'est bien qu'on soit pas trop polyvalent parce qu'après, sinon... on enlève du travail aux autres aussi. Ou alors on fait moins bien. Tu fais un peu de tout, mais est-ce que c'est plus intéressant ? Je suis pas sûre. Après, c'est bien d'avoir des notions, mais moi, je préfère me dire que mon truc, c'est le plateau, et après, je suis complètement ouverte à parler avec la personne qui va mixer le film ou le monter, mais parce que des fois, ils vont te dire « Ah, mais je comprends pas pourquoi le son, il est trop étouffé, ou c'est comme ci, c'est comme ça. » Et puis toi, quand t'expliques les conditions, on va dire « Ah, ok, d'accord, non, je comprends mieux. » Ou tu rédiges des petites notes en disant « Voilà, à tel moment, le micro, il a coupé parce qu'il y avait plus de piles. » Ou il y avait une énorme ombre, du coup, j'ai été obligée de mettre la perche à 15 km. C'est pour ça que le son est très très loin. Tu communiques un petit peu, mais même quand je suis chef sur des petits courts-métrages, je n'influe pas dessus parce que j'estime que c'est déjà plus mon travail, en fait. Est-ce que tu pourrais me parler, enfin me décrire une journée type pour toi sur un tournage ? La veille, je reçois ma feuille de service à laquelle est marqué mon heure de convocation, le lieu de tournage, le nombre de comédiens, ça c'est important. Nous, quand on est au son, on a joint avec la feuille de service ce qu'on appelle le jour à jour, où c'est le texte qui va être joué pendant la journée.
Donc quand t'as la perche, en général, tu la prends. Donc j'arrive le matin, je vais vérifier mes batteries, je les enlève, je commence à tout rallumer. Donc j'allume le Kantar, c'est l'enregistreur avec lequel on travaille principalement. Je fais un tour du plateau, je dis bonjour. J'amène les choses à la face parce qu'en général on a un coin où on stocke le matériel la nuit. Ça je te parle sur un tournage où c'est un peu plus long et donc on a installé dans un lieu. Sinon une journée type c'est genre décharger le camion, amener les affaires. Bon, là je pars du principe qu'on est dans un lieu dans lequel on a déjà tourné. Du coup voilà, tu ramènes tout ton matériel dont tu as besoin à la face. Donc c'est là où ce qu'on appelle le plateau, là où l'action se tourne. Je mets en général, vraiment le premier truc que je fais, c'est allumer l'enregistreur du chef, allumer les perches pour être sûr que ça fonctionne. Ouais. Et après, je m'occupe de tout ce qui est retour audio pour le réal ou la réal, la script, les combos. Les combos, c'est les écrans qui permettent aux autres personnes qui sont pas sur le plateau de quand même pouvoir voir ce qui se passe. Donc nous, on envoie quand même du son pour que quand ils ont envie de relire, ils puissent entendre ce qui a été enregistré. Donc voilà, je fais un peu mon tour de les batteries, vérifier que tout le monde est alimenté, tout va bien. Et après, je me rapproche de la mise en scène pour voir si y a des comédiens ou des comédiennes qui sont déjà prêts ou prêtes pour que je puisse aller les équiper. Et on écoute la première mise en place, donc la première séquence de la journée. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme optique, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement caméra, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement au sein de la scène. Et quand les comédiens et les comédiennes arrivent, on lance la répète. Nous, on se met en place avec les perches pour suivre les mouvements, voir si on a des problèmes en termes d'ombre et tout ça, ce que j'expliquais par rapport à la lumière. Et puis, une fois que ça c'est réglé, on lance le premier moteur, on lance la première action. Et là, la journée, elle déroule pour 8 heures au minimum, si on ne fait pas d'heures sup. Et une fois que c'est terminé, le soir, je remballe, je remets les choses à leur place, je remets mes batteries à charger, et c'est reparti pour le lendemain. Merci d'avoir été aussi exhaustif, parce que tout le monde ne l'est pas. En racontant ce qu'ils font. Je pense que les gens vont pas frétiller de savoir que je prends du café ou pas, tu vois. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même une boisson importante sur un tournage, le café. C'est ouais, mais justement, j'essaie de pas trop en boire. Je comprends. Parce qu'après... Tu marches plus qu'à ça. Ah ouais, c'est horrible. C'est pas possible. Mais surtout toi, avec une perche, si tu te mets à trembler. Non, je peux pas. On entendra le son comme ça. C'est super génial comme travail, super, bravo. Camille, merci. On te rappellera pas, mais c'était bien. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi. Soyez patient. Ça, c'est un vrai conseil. Faut être patient. Parce que on a envie que tout aille vite et qu'on franchisse les échelons très vite. Et c'est pas forcément idéal, mais quand on est patient, je pense que tout arrive à bon point. Et le deuxième conseil, ce serait de se gainer. Parce que mine de rien, tu travailles énormément avec tes abdos, tes bras et tout. Et je pense que si tu te gaines, t'as plus de chances de moins mal vivre ton travail. Voilà. Donc, si tu veux faire de la perche, quoi. Oui. Parce qu'après, il y en a qui décident d'être très vite ingé son. Moi, ouais. Je sais que la perche, c'est un peu mon cheval de bataille pour les 10 prochaines années, on va dire. Et après, je passerai chef. Mais tu te vois encore continuer pendant... Ah oui. Ouais. Parce que tu te vois pas tout de suite pouvoir aller ailleurs, ou parce que juste t'as envie, t'aimes bien? Non, parce que j'aime bien, parce que quand tu fais de la perche, t'as quand même une proximité avec les comédiens et les comédiennes que je trouve super intéressante. Et ce qui est quand même super particulier et à la fois génial, c'est que quand tu perches, tu recueilles directement les émotions des comédiens et des comédiennes dans tes oreilles en fait. Parce que toi, tu écoutes ce que t'es en train de percher et du coup, t'es aux premières loges des émotions, de ce qui se joue, des enjeux et tout ça. Et moi, je trouve ça quand même super, parce que c'est une proximité que tu vas pas avoir avec tous les corps de métier. Des fois, quand t'es à d'autres postes, tu vas être loin, tu vas être en amont, parce que tu prépares. Je pense beaucoup aux électros et la machinerie un peu moins, mais surtout les électros qui vont préparer tout ce qu'on appelle le set lumière. Donc, pour que la scène soit super bien éclairée, eux, ils bossent tant qu'il n'y a pas les comédiens. Et une fois que les comédiens sont là, eux, en fait, ils ont fini leur travail, ils attendent qu'on change de plan ou qu'on change de séquence. Et donc, ce rapport-là, il ne se crée pas avec les comédiens et comédiennes. Et moi, j'avoue que le jeu, ça m'intéresse vachement, les intonations, la voix. Et puis, la voix, elle ment pas. Tu t'entends quand quelqu'un est juste ou ne l'est pas.
Et je trouve que ça aussi, c'est super comme possibilité d'influer là-dessus. Tu peux, des fois, en fonction de comment tu t'entends bien avec un réal ou une réal, tu peux aller dire, écoute, là, je suis pas sûre sur cette séquence, tu crois pas qu'il faudrait changer ce mot ou essayer une autre intonation, etc. Et je trouve ça super parce que des fois, t'as vraiment des comédiens qui sont très sensibles à ça et qui viennent directement te voir pour te demander qu'est-ce que t'en as pensé, à te demander des conseils et tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Moi, il y a eu des fois où moi, j'ai pleuré en travaillant, quoi. J'allais te le demander, justement. Et là, tu te dis... à continuer après. Ouais, c'est plus facile de continuer à percher quand tu pleures que de continuer à percher quand tu ris. Ah ouais. Ouais, parce que quand tu ris, t'as des convulsions, c'est horrible, et tu fais du bruit, et tu veux pleurer silencieusement par contre. C'est vrai. Tu peux laisser juste les larmes couler le long de ton visage. Mais c'est super, hein. Cet été, je fais une série où il y avait Clémentine Sélarié qui jouait une dame qui apprend que son cancer est en rémission, et franchement, elle a fini la séquence. Je te mens pas, hein, mais tout le monde était en train de pleurer. Ah ouais, purée. C'était incroyable. C'est magique ce qui se passe des fois sur les tournages. Ah ouais, non, c'était fou. Et vraiment, moi, elle m'a bluffée, quoi. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, à la fin, tout le monde était là, merci, bravo, et tout. Et toi, bon, c'était bien. Et non, mais Clémentine, regarde-nous. Tout le monde était en train de chialer comme ça. Genre, putain, c'était trop bien, Clémentine. Non, j'étais vraiment bluffée, quoi. Mais par contre, il y a aussi eu des fois où je me suis pris des crises de fou rire et c'est un petit peu plus délicat, quoi. Mais après, dans ce cas-là, tout le monde rigole aussi, non ? Ou c'est que toi Non, genre, t'entends des bruits bizarres et t'es... Non. Souvent, c'est les dernières crises de fou rire que j'ai prises, tout le monde rigolait, donc ça va. Mais il y a eu une fois où j'ai juste pris une crise. C'était au début quand j'étais toute jeune assistante. Et le perchman, il me faisait des blagues. Et en fait, on a ri tous les deux, mais silencieusement. Mais bon, c'était sur un moment où c'était hyper silencieux. Et la comédienne a dit qu'elle entendait des gens rire et ah merde, c'est pas très bien passé. On s'est fait bien engueuler. Ouais. Et ça m'a bien servi de leçon. Ouais, j'ai su qu'il fallait plus que je fasse ça. Plus rire. Non. Et des fois, c'est difficile de se retenir. Bah ouais, je me doute. Mais tu te mords les lèvres et puis t'attends que ça passe, quoi. Et c'est marrant parce que j'aurais pas pensé que, tu vois, ce serait la chose qui, toi, te fasse un peu vibrer par rapport à ton métier de perchwoman, tu vois. Bah après, il y a d'autres choses aussi, je suppose, qui te font vibrer. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est que j'aime... En soi, j'aime mon métier dans le sens où j'aime l'engagement physique, j'aime le fait qu'il faut être super discret, mais en même temps super efficace, et tu te déplaces un peu comme un ninja, puis t'habilles tout en noir, et des fois t'as des gants, une cagoule, parce qu'on va devoir passer dans un reflet de miroir, enfin le miroir non, parce que là pour le coup forcément on te voit, mais un reflet de vitre et tout, et du coup il faut que tu sois vraiment le plus invisible possible. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool, surtout quand tu commences à avoir une maîtrise de ce que tu fais. C'est juste passer l'éclate, quoi. Et si tu allies ça avec la proximité, avec des gens qui jouent bien, tu te dis, ta journée elle est gagnée, quoi. Après, voilà, il y a des fois où sur certains projets, effectivement, tu te dis juste, j'ai hâte que cette journée soit finie. Ouais, mais, comme pour tout métier, je pense. Exactement. Ouais. Trop bien. Pour la petite anecdote, je t'ai retrouvée parce que je te connaissais déjà il y a longtemps de vue. On s'était déjà parlé et tout, mais voilà. Je t'ai retrouvée sur la liste d'un compte Instagram qui s'appelle Femmes du Son. Ouais. Qui en fait recense toutes les femmes qui travaillent dans le son, dans l'audiovisuel. C'est pas que le cinéma, c'est aussi le milieu de la musique, etc. Ouais. Un peu de tout. Et ça m'a un petit peu fait la réflexion que l'existence de ce compte, c'est un peu une preuve qu'il y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans le son, en cinéma, mais aussi en musique, etc. Ou alors en tout cas qu'on leur laisse pas beaucoup de visibilité ou de place. Et est-ce que c'est quelque chose déjà que tu as pu observer par toi-même, ça ? Oui. Ouais. Quand tu regardes juste notre promo, on était 8, parce qu'on avait un étudiant qui était en Erasmus. On était 2 filles. Et ma pote Isabelle, elle n'a pas continué. Ah ouais. Non. Elle a passé son diplôme comme moi. Elle a vite fait des tournages, et puis après, ça l'a découragée. Donc...
Donc elle a arrêté. Et non, on est vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, je vois, quand j'ai commencé à bosser sur la série quotidienne Demain nous appartient, on était très peu de filles à être assistantes. Et en même temps, l'ingé son qui gérait les équipes essayait de plus en plus de faire appel à des filles parce que c'était plus simple pour tout ce qui est équiper les comédiennes, même l'équipe, tu vois, que ce soit pas 100% masculin et tout. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à bosser sur d'autres types de projets, bah, je me suis bien rendu compte en allant faire ce qu'on appelle la prépa matérielle, où tu vérifies que le matériel que tu vas prendre pour faire un tournage d'une durée X ou Y dans un magasin de location, tu vas le récupérer avant de partir. Bah, je me suis bien rendu compte que à chaque fois que j'y allais, je croisais principalement des hommes. Ouais. Voilà. Ou des jeunes hommes. Des jeunes hommes. Ouais, des jeunes qui ont mon âge, mais qui sont des hommes. Ah, d'accord. Voilà, pas beaucoup de femmes, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et est-ce que tu me dis si c'est une question qui t'embête, hein, parce que c'est possible que ça puisse être un sujet sensible, je sais pas, mais est-ce que tu trouves qu'il y a ou qu'il y a pu avoir des comportements envers toi différents du fait que t'es une femme bien sûr. qui travaille dans le son? Bien sûr. Complètement. Bah déjà, quand t'es une fille, on te regarde, genre, elle, c'est pas, c'est une meuf. Voilà. Et puis, il y a le côté... moi, j'ai la sensation que je suis obligée... Pas avec mes chefs, parce qu'en général, c'est des gens qui choisissent de travailler avec moi. Ouais. Et j'ai de la chance parce que j'ai vraiment des chefs super, qui sont très bienveillants, pas du tout paternalistes. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce que je sens qu'on est sur un pied d'égalité. En revanche, quand j'arrive sur un plateau, j'ai l'impression qu'il faut que je montre 2 fois plus que je suis légitime d'être là, parce que je suis une nana et qu'en plus je fais du son. Alors que jusqu'à il y a pas longtemps, le métier était quand même exclusivement, quasiment masculin, tu vois. Donc, ouais, je sens. Et je vois aussi qu'il y a des gens qui vont se permettre de me faire des réflexions ou du partir du postulat que je suis la stagiaire, alors que je suis à la perche, tu vois, qui vont pas m'écouter ou pas me considérer, ou si je donne mon avis sur quelque chose, par exemple, quand on dit, bah voilà, on a 2 caméras, on va faire une valeur large, donc la valeur large, on va dire on tient 3 comédiens dans le cadre, et une valeur serrée, mais par contre, on va faire la valeur serrée sur le comédien qui est assis. Bah du coup, toi, avec ta perche, tu peux faire la caméra large, mais tu peux pas rentrer ton micro pour être dans le plan large pour correspondre au plan serré. Donc quand tu le dis, ben moi ça m'est arrivé de me rendre compte que si j'avais été un mec, on m'aurait écouté, alors que là, quand j'ai dit bah non, ça va pas passer, on m'a regardé genre qu'est-ce qu'elle a, la stagiaire. Ah putain. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que parfois il y avait je suppose que vous étiez plusieurs assistants, il y avait des mecs et il y avait toi et vous étiez pas traités de la même manière? Ouais. Maintenant ça va mieux parce que je pense que je dégage pas aussi la même chose. Je pense plus que sûre de toi, je suis plus sûre de moi et je pense que je m'excuse moins d'être là. Mais bon, c'est normal, hein, c'est l'expérience aussi qui est rentrée. Je pense que je suis plus sereine parce que j'ai avancé dans mon métier, j'ai appris plein de choses. Et au début, c'est normal d'avoir l'impression de t'excuser d'être là parce que tu sais pas, t'apprends, c'est pas évident, puis c'est un peu impressionnant, quoi. Et ça reste quand même un milieu très masculin. Et moi, j'ai vraiment l'impression que quand je suis arrivée là, j'étais un peu un bébé, tu vois. Ouais. Donc c'est pas évident, parce qu'en même temps, tu te dis... Et puis, ça fait écho à plein de questionnements que je vais avoir sur moi, sur le côté... je veux pas être dans la séduction pour me faire accepter, entre guillemets. Et quand je dis séduction, c'est pas séduction, hein, c'est en mode souriante, me faire aimer, machin. Mais en même temps, je suis une personne souriante et avenante. Par contre, il y a des fois, quand je sens qu'il y en a qui pensent que c'est une porte ouverte, la porte, elle se referme direct, quoi. Tu peux être sûr que je vais plus leur parler, que je vais plus les calculer et tout. Mais oui, je vois que en fonction des gens avec qui je vais bosser, il y en a qui me considèrent différemment parce que je suis une meuf. Au début, je faisais attention de comment je m'habillais. Ouais. Tu vois. Maintenant, je le fais plus parce que j'ai décidé que je m'habillais pour moi et que comme c'est devenu mon travail, enfin c'était déjà mon travail, mais ce que je veux dire c'est que quand tu travailles beaucoup, tu te dis en fait j'ai pas envie d'être habillée comme un sac à patates et rentrer chez moi le soir et être mal. T'as aussi envie d'être bien dans tes baskets et droit dans tes bottes et tout. Et aujourd'hui, je sais que bon voilà, je m'habille comme je veux et que si je prends des réflexions, et je les envoie bien bouler pour bien leur faire comprendre que ça c'est pas possible en fait. On arrête. On est en 2023. Les blagues de merde, tu pourrais te maquiller parce que tu penses que je percherais mieux si je me maquillais, bah ferme ta gueule en fait. Voilà. Très bien dit. Du coup,
il y a une amélioration pour toi personnellement? Est-ce que c'est parce que tu t'es blindée ou est-ce parce que tu penses qu'il y a aussi une sorte de nouvelle vague d'arrivantes aussi qui, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui commence à faire bouger les choses ou Honnêtement, je sais pas. c'est juste la J'aimerais lutte. bien te dire que oui, oh, ça a changé, tout va bien maintenant. Non, je pense que c'est quand même la lutte. Après, à la fois c'est la lutte, en même temps tu dis que tu veux pas lutter au quotidien, sinon c'est vraiment trop épuisant. Moi, il y a des fois, il y a des trucs que je laisse couler parce que j'ai juste pas envie. Pas envie de faire de l'éducation en fait tout le temps, parce que j'estime qu'aujourd'hui on a suffisamment de moyens pour s'éduquer tout seul, hein, des podcasts, des livres, internet, c'est génial quoi. La parité homme-femme, le féminisme, tout ça, je pense qu'on peut soi-même gentiment aller se documenter. Mais même s'il y a des nouvelles arrivantes, on est encore assez peu pour remplacer la génération qui peut se permettre de nous faire des réflexions. Ouais. Et on est quand même encore dans un milieu très masculin. Donc si c'est des gens qui fonctionnent de la même façon depuis 30 ans et qui n'ont absolument pas décidé de changer, que tu sois nouvelle arrivante ou déjà un peu là, ça change rien en fait. La personne te traite comme elle a envie de te traiter. Est-ce que parce que moi j'ai l'impression qu'il y a plein de métiers sur lesquels il y a des préjugés, mais ils viennent autant de la part d'hommes que de femmes. Enfin, et tu sens, enfin c'est plus. Est-ce que t'as une sorte de solidarité féminine, tu vois, même si c'est pas les mêmes postes, même si c'est. J'ai envie de C'est te un dire truc oui, de génération. et en même temps non, parce que comme si il y a une histoire de génération. Ouais. C'est vraiment, hein, je vois, il y a des fossés entre. Enfin, il y a des fois, il y a des réflexions que peuvent faire des nanas, et t'es là, genre, mais c'est pas du tout ok. Ouais. Mais en fait, elle pense pas à mal, c'est juste que c'est sa génération. Ouais, c'est tu comme vois ça qu'elle a et évolué. Et elle a évolué comme ça, et pour elle, il y a rien de mal, et elle a même pas forcément conscience qu'il faut qu'elle déconstruise ce fonctionnement-là. Donc, moi, je porte pas de jugement, je suis pas fâchée. Je trouve ça juste un peu dommage que quand tout arrive avec des certitudes, des envies, etc., bah, les choses, elles sont pas forcément pareilles pour tout le monde, et en même temps, c'est normal, parce qu'on est chaque être humain différent, etc. Mais je peux pas vraiment dire qu'il y a une solidarité féminine. Je m'entends souvent très bien avec mes collègues femmes, quel que soit leur poste, mais il y en a avec qui ça passe pas non plus. Tu vois, il y a une sorte de rivalité sous-jacente bizarre. Et en fait, je trouve ça encore plus violent maintenant qu'on a parlé des notions de sororité, et que moi j'ai déconstruit mon rapport aux autres meufs aussi en me disant pas « Oh, elle est plus belle, elle est plus intelligente, elle est plus stylée », et je me dis juste « Oh, cool, une autre meuf, génial, allons parler et voir ce que ça donne ». Sauf que quand la personne en face de toi, elle est encore dans le truc de « Ah, non, la compétition. Une autre meuf, c'est la compète ». C'est un peu violent. Ouais. Oui, puis au bout d'un moment, en tout cas, tout ce qui est féminisme, etc., on est déjà en train de lutter tous les jours de notre vie dans notre vie privée. Oui. C'est épuisant de le faire aussi dans la vie professionnelle. Ouais, c'est pour ça que moi, il y a des fois, comme je te disais, je laisse couler. Ouais. Mais bon, après, là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je me suis retrouvée dans des équipes avec vraiment des chatons d'amour. Et ça fait du bien parce que les gens se considèrent, parce que les gens font attention, et parce que, mine de rien, tu sens que des fois, t'as fait une ou deux réflexions et que ça a planté des petites graines. Et ça, c'est quand même trop chouette de te rendre compte de ça. Tu te dis, en fait, tout n'est pas figé. Ça peut bouger, oui. Ça fait du bien. Écoute, on va passer à la dernière partie, la plus fun que tout le monde adore. Génial. Je me fais engueuler par tout le monde à chaque fois. Le portrait file-moi. Oh oui. Tu sais ce que tu vas répondre très Ouais, j'espère. Trop bien. J'ai encore pensé hier soir, j'étais genre, qu'est-ce que je choisis, je sais pas. T'as le droit de dire plusieurs choses si vraiment c'est compliqué. Ça va. Ok, donc première question, quel est ton film préféré ? Parce que ça, j'ai pas trop su. Enfin, tu vois. C'est la question la plus dure, je crois, en vrai. Est-ce que film, c'est film, hein, on peut pas dire une série, parce que série, c'est pas pareil. Ouais, non, du coup, je reste sur les films, parce que moi, c'est pareil, sinon je pourrais mettre 10 000 séries, mais... Le voyage de Chihiro. Yes. Voilà. Parce que trop fan de cet univers. C'est un film qui m'a accompagnée, entre guillemets, dans mon enfance, adolescence, âge adulte, que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir.
Et parce que je trouve que le mec est trop fort et que tout ce qu'il fait, Miyazaki, est extraordinaire et que t'as plusieurs degrés de lecture. Et puis comme ça porte moins à débat que si j'avais dit un film de Piala, un film de Romer ou Les Bronzés, enfin tu vois. Voilà. Donc c'est Le Voyage de Chihiro. Ok. Quel est ton ou ta réal préférée? Céline Sciamma. Hyper direct, hyper... Ouais. Pourquoi? Ça j'ai réfléchi aussi. Parce que déjà j'ai vu tous ses films, donc je peux dire que c'est ma réal préférée. Parce que je trouve que son cinéma est super intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée de voir des films de mecs, faits par des mecs, qui parlent de mecs. Ça me saoule, j'en ai marre. Et Céline Sciamma, je la trouve assez extraordinaire dans sa façon de mettre en scène les personnages. Moi, je suis toujours beaucoup touchée par les sujets. Alors, j'ai un peu moins aimé Petite Maman, parce que je trouvais que c'était un peu un ovni par rapport à sa filmo, mais Portrait de la jeune fille en feu, laisse tomber, ça m'a retourné le cœur, j'ai pleuré, j'étais là, mon Dieu, c'est super. Après, c'est beau. C'est incroyablement beau. Et puis moi, j'ai vraiment un gros crush sur Adèle Haenel. On va pas se mentir. Mais non, Céline Sciamma, je la trouve super parce que déjà, j'aime la personne qu'elle est, dans ce qu'elle véhicule, les valeurs qu'elle défend, etc. Et puis elle a interrogé des sujets qu'on n'avait pas portés à l'écran avant, je pense notamment à Tomboy. Et je trouve ça trop bien en fait que des films deviennent aussi des biais pour que certaines personnes puissent avoir leurs paroles qui se libèrent ou se sentir représentées. Et je trouve ça important. Et dans le cinéma aujourd'hui, il y en a des réals et tout que j'aime bien, tout ça, mais... Et puis pour le moment, elle n'a pas de casserole au cul, donc on peut en profiter. On verra dans 10 ans. Non, je rigole. Mon Dieu, quelle horreur. Est-ce que tu aurais un genre cinématographique préféré? Ouais, alors ça, j'ai réfléchi aussi. Pas la comédie, hein, ça, c'est vraiment... Je suis assez d'accord avec Maxime, les Français, ils savent pas le faire. Le drame, mais c'est pas... Ça veut tout dire et rien dire, c'est un mot un peu fourre-tout. C'est très large. J'aime bien les films qui te font ressentir des trucs. Mais en général, c'est catégorisé comme drame. Ok. Voilà, parce qu'ils savent pas quoi dire. Tu penses à quel film, par exemple? Au cinéma, là, je suis allée voir Je verrai toujours vos visages, qui considère comme drame, parce que ça se passe dans une prison et tout. Ça m'a vachement touchée. Bah, c'est pas une comédie. Et c'est pas du tout une comédie, bien sûr. Mais bon, c'est pas non plus un drame, toi, tout le monde n'est pas en train de pleurer et de se fouetter. Oui, c'est plutôt l'aspect plus général du drame de... voilà. C'est sérieux, enfin c'est sérieux, c'est un sujet un peu sérieux. Voilà. Et, ok. Est-ce que tu aurais un plaisir coupable? Oui, c'est La vie est un long fleuve tranquille. Oh, ça va. Ouais, ça c'est un film... Ça c'est une comédie... Ah ouais, mais bon. Française. Ouais, mais d'avant. Et il l'a fait mieux. Tu vois, c'est comme Les Bronzés. Bronzés font du ski. Extraordinaire. J'ai adoré ce film. Là, récemment, j'ai découvert Les Randonneurs. Génial. Je connais pas du tout. C'est trop bien. C'est Benoît Poulvord en Corse qui est mono de rando. Ok. C'est à se pisser de rire dessus. D'accord. C'est très drôle. C'est très drôle. Tu regardes ça, c'est le film du dimanche soir, feel good. Ah, trop bien. Ah, t'es content. Donc, La vie est un long fleuve tranquille. Je crois que je l'ai vu une fois, il y a une éternité. Waouh, moi je l'ai vu. C'est le film que je regardais tout le temps avec mon papa. Je pense qu'on l'a vu au moins 20 fois. Ah ouais? Ouais. Régulièrement, on se fait des petites blagues là-dessus. C'est dans ce film-là qu'il y a Jésus revient et tout ça, oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est lundi, c'est ravioli, tout ça. Oui, voilà. Ok, bah écoute, c'est rigolo parce que personne ne m'a parlé, pour l'instant, personne ne m'a parlé des comédies. Enfin, quand les gens me parlent des comédies, pour l'instant dans le podcast, c'est les comédies plus récentes de OSS 117, tout ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais non, mais après, je te demandais un plaisir coupable, donc voilà, très bien. Après, mais pour être honnête, mon plaisir coupable, si je dois avouer, c'est les comédies romantiques de Noël. Voilà, ça, c'est vraiment mon plaisir coupable. C'est grosse passion, quoi. Genre... J'ai commencé à regarder ça avec ma grand-mère le mercredi après, en sortant de l'école, enfin du collège, parce qu'à l'école je regardais pas ça. Et après j'ai continué. Et bah là, comme en ce moment on peut pas les regarder ensemble, on s'appelle et on se dit t'as regardé machin. et mon gros plaisir quand je rentre à Toulouse, c'est de pouvoir être à cette période et passer l'après-midi à regarder une comédie avec ma grand-mère. Trop bien. Voilà. C'est mon plaisir coupable. Trop chouette. Ouais. Pourtant c'est toujours la même chose. Hein. Ouais.
La ville, tu sais, ils reviennent. Ils reviennent à la campagne. Machine, c'est trop cool. Moi, j'adore que tout d'un coup, en une semaine, ils tombent amoureux, puis ils oublient complètement leur vie autour. C'est vraiment... Ouais. Et ils changent de tout. Ils sont forts. Waouh. Ouais. Magnifique, cet engagement. Incroyable. Comme ça. Et tout est beau. Ouais. Par contre, le chocolat chaud à la menthe avec des chamallows, pas du tout. Moi, ça m'excite pas du tout. Ça me donne envie de vomir. Mais... J'ai jamais... Moi non plus. Peut-être au Canada, tu vas te découvrir, tu me diras. Écoute, je t'enverrai un petit message si jamais j'ai... Grave. Un film, du coup on passe au truc d'après. Un film qui te fait rire, autre que La vie est un long fleuve tranquille du coup. Un film qui me fait rire, du coup c'est Les Bronzés, ça me fait pas mal rire, mais sinon c'est toujours film ou j'ai le droit de dire une série ? Toujours film. Toujours film. C'est le portrait film, ouais. Et non, oui, pas oui, c'est vrai. Je regarde pas beaucoup de films drôles en fait. Ah si, je suis con. Celui qui me fait mourir de rire quand même, alors que je l'ai vu genre 3 milliards de fois. Il y en a 2. Il y a et Astérix Obélix puis sur Cléopâtre. Yes. Des valeurs sûres. Ouais, des valeurs sûres. Très rigolo. Je pense que tu l'as pas écouté cet épisode-là du coup, mais le dernier qui est sorti, c'était le film que tout le monde adore mais qui déteste. C'est vrai. Les avis sont hyper partagés sur ce film. Moi, j'aime pas trop pour le coup, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais vraiment fait rire. Et alors qu'il y a plein d'autres gens pour qui c'est... Ah, moi j'adore. Ça fait trop rire ce film. Un film qui te fait pleurer. Du coup, il doit en avoir. Ouais, il y en a beaucoup. Mais je me suis dit, quand j'ai réfléchi à cette question, je crois qu'un des films qui m'a fait le plus pleurer, c'est Dancer in the Dark. Ah, j'ai jamais vu. Et j'ai pleuré une demi-heure après la fin du générique. Pendant une demi-heure. C'était horrible. Voilà, ça c'est vraiment un de mes souvenirs de films où j'ai le plus pleuré. Le Roi Lion, ça m'a fait pleurer. Classique des larmes. Classique des larmes. Et puis, de façon générale, les films, quand c'est un peu touchant, t'es un peu genre... J'ai la larme un peu facile au cinéma, j'avoue. Un film qui t'a marqué. Mommy, de Xavier Dolan. Mais ça, je te dis ça en pécheresse du cinéma, parce que moi, j'étais en mode « Waouh, putain, Xavier Dolan, il est trop fort, j'adore », alors qu'à l'école, tout le monde me crachait dessus, genre « Mais non, c'est nul. Oh, tu devrais regarder des films de Piala ou de Romer, c'est tellement mieux. » Et j'étais là genre, oui, mais non, mais oh, et puis quand il découvre la liberté, on passe du 4e au 16e. Le gros clichos. Non, il m'a vachement marqué ce film. J'ai trouvé ça super. Et Xavier Dolan, je l'ai découvert avec Comment j'ai tué ma mère. Et ce qui m'a vachement interpellée, c'est que le mec n'a que 1 an de plus que moi. Et je me dis, quand même, c'est un génie. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais moi, je trouve que c'est quand même un putain de génie. Grave. Voilà. Moi, ça a un peu toujours été comment on dit, pas ma référence, tu vois, mais je me suis toujours dit, ok, à tel âge, Xavier Dolan, il avait déjà fait ça. Mais exactement, je me disais la même chose. J'étais là, mais putain, Camille, mais bouge-toi le cul. Xavier Dolan, il a déjà fait 3 films. Et toi, t'es là, genre... Ouais, mais ouais, faut pas faire ça parce que ça fout trop la pression. C'est horrible. C'est horrible quand tu vois que tu n'y arrives pas. Non. Parce qu'en même temps, tu n'as pas le carnet d'adresse de Xavier Dolan. Ouais. Tu n'as pas fait des doublages depuis que tu es tout petit, donc tu n'es pas rentré dans le milieu de la même manière. Non, voilà, faut être aussi bienveillant avec soi-même. Est-ce que tu aurais un film doudou ? Oui, Danse avec les loups. Mais non plus. Écoute, dernièrement, je sais plus sur quelle plateforme j'ai vu qu'il était. Il dure 4 heures. Non. Je me rendais pas compte qu'il était. C'est vrai ? C'est un film doudou. Pour toi, tu te poses devant pendant 4 heures écoute, pour te réconforter. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai tellement regardé dans mon enfance. Waouh. J'étais très très fan de Kevin Costner quand j'étais petite. Donc j'ai aussi beaucoup regardé Robin des Bois. Ouais. Mais vraiment, le concept du mec qui vit dans la nature et qui danse avec les loups et qui adopte un loup et tu vois, qui vit comme ça dans tout ce qui est la neige, tout, c'était trop beau. Et puis il est habillé en fourrure et quand même Kevin Costner, quoi. Ça, c'est mon film doudou. Je l'ai beaucoup, beaucoup regardé. Le film que tu détestes mais que tout le monde adore. Seigneur des Anneaux. Oh. Ouais, désolée. Oh non. Ah ouais, je peux pas. Tous. T'aimes pas trop l'univers de la fantasy et tout Si, mais le Seigneur des Anneaux, j'ai pas pu. Vraiment, zéro intérêt, quoi. Je trouve ça chiant. Et les gens qui me disent, ouais, super, je vais me faire toute la rétrospective
objectif pendant toute la nuit. Je suis là genre waouh, plutôt mourir. Je suis allée voir une fois le marathon des versions longues au Grand Rex. Bah, c'était la première fois que je les voyais en entier à la suite, tu vois. C'était trop bien. Ah ouais, moi j'aurais envie de me... non, pas du tout. Manger une soupe de cheveux à la place, genre vraiment. Je sais pas quel goût ça pourrait avoir. Je crois que ce serait pas très agréable. À l'inverse, le film que tu adores mais que tout le monde déteste. Les soirs de pleine lune d'Éric Rohmer, que j'aime vraiment beaucoup, et les gens me disent que c'est nul. Globalement, j'arrive pas... Je peux pas donner mon avis dessus. Le cinéma français de ces années. J'avais vraiment aimé, mais les gens me disent « Ah non, et puis elle est là... » Mais bon, Fabrice Lucchini, quoi. Et puis quand même, Rohmer, bon, j'ai mis du temps à aimer, mais voilà, celui-là, je l'aime vraiment bien. Tu vois, j'aurais pu te dire Mommy aussi, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça. Oui, qui aiment pas le cinéma de Xavier Dolan. Ouais, c'est plus ça, c'est plus globalement son cinéma à lui, je sais pas, les gens ils ont un problème avec lui, j'ai l'impression. Ah, mais complètement. Je sais pas pourquoi. Mais comme sur le film que tout le monde adore et que toi tu détestes, genre Call Me By Your Name, j'ai trouvé ça mais nul à chier. Mais aucun intérêt. Enfin, me concernant, tu vois. On n'a pas trop les mêmes goûts quand même. Non. Moi j'avais trop aimé. J'avais trop aimé parce que j'avais l'impression de sortir de vacances en sortant de la salle, tu sais. D'être en mode j'ai passé des vacances en Italie. Ouais, chouette, oui, je comprends, tu vois. je comprends. C'était vraiment un film d'été et ça m'avait fait trop du bien. Ah ouais, mais moi j'ai trouvé ça tellement chiant. Puis j'aime pas Timothée Chalamet. Donc... Oui, je suis pas fan non plus du gars. Et puis d'ailleurs, son partenaire est très bizarre. Maintenant, c'est tout ce qui... Tu sais pas? Non. Armie Hammer, il s'appelle. Il est dans la sauce grave. Ah bon? Il a vraiment été tout ce qu'on peut attendre d'un acteur. Ah, super. Et en plus, il y a des histoires de cannibalisme. What? Je sais pas exactement. Parce que ça me... Tu sais, c'est genre... j'apprends qu'il se passe des trucs. Je fais, vas-y, c'est bon. Je veux plus savoir, pareil, ça me fatigue. Donc voilà. D'accord. Je te laisserai aller voir si... Bah non, ça va. Merci, maintenant je sais. Des histoires bizarres. Ok, bah et qu'on n'aime pas trop. C'est bon. Voilà. Ce que tu considères être un très bon film de cinéma? Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est celui-là. Ah. Rome, ville ouverte de Rossellini. Ça, c'était vraiment bien. Ça, c'était un beau film de cinéma. Ouais. Ouais, c'est le côté noir et blanc et lumière. Bon, je les trouve trop fort. La comédienne, elle est incroyable. Je crois que j'ai un peu pleuré. Oui. Ouais, ça, c'est un vrai bon film de cinéma. J'ai plus trop de souvenirs de ce film. Je sais que ça se passe... c'est tourné dans les ruines de Rome après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Donc le sujet est très gai. Tout à fait, parce qu'on aime bien être heureux dans le drame. Voilà. Ok, super. Bah écoute, on va juste finir 2 secondes avec le Social Club, comment je l'appelle. Je l'ai encore jamais dit en épisode, que j'appelais ça comme ça en fait, mais voilà. Bonjour le Social Club. Sachez que quand j'envoie les questions aux gens, je divise tout en petits bouts et le dernier bout s'appelle le Social Club. Ok, où est-ce qu'on pourrait retrouver ton travail? Donc dans des choses qui sont sorties peut-être récemment ou apparaître bientôt? Alors, apparaître bientôt, il y a la série Les Randonneuses qui va sortir sur TF1, sur laquelle j'ai bossé l'été dernier. Sinon, sur France TV, il y a Derby Girl saison 2, très chouette. Et sinon, à la télé, cet été, il y aura aussi En Famille. Donc ça, c'est plutôt M6. Et après, en festival, là, il y a un court-métrage sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle Ne pleure pas, Lima, qui est très très chouette. Et je sais pas s'il est encore sur Arte, mais en tout cas, il a été diffusé sur Arte. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a des projets, je sais pas, en fait à chaque fois je demande ça mais je crois que c'est pas trop possible, mais est-ce qu'il y a des projets dont tu pourrais parler, que tu vas faire Ouais, là j'ai 2 projets de doc que je suis en train de tourner. Le projet sur la ménopause d'une super réal qui s'appelle Anne Kutaya et qui est en train de tourner son film, et comme c'est un doc forcément c'est au long cours, donc on va tourner ça jusqu'à septembre prochain, d'après ce que j'ai compris. Okay. Et après, un autre documentaire qui s'appelle Malgré le monde, qui a pour sujet un homme qui s'appelle Stéphane et qui est chasseur à la hutte en baie de Somme. Donc il se met dans une petite cabane et il attend les canards.
C'est trop beau la baie de Somme, j'adore. C'est incroyable comme endroit. Et ça, pareil, c'est un documentaire au long cours qu'on fait. Et je suis très très contente de participer à ce doc parce que le personnage qu'on suit est absolument génial. Et il s'ouvre petit à petit à nous. Et du coup, c'est trop cool. Ouais, c'est vraiment chouette. Ok. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager, que ce soit un film, une série? Tu peux parler de série si tu veux. Un livre, une expo, une musique, un podcast. Alors, en podcast, vraiment, si vous avez l'occasion, écoutez On est chez nous de Sophie-Marie Larwick. Moi, j'ai poncé en 2 secondes et demie tellement c'était génial. Il y a beaucoup de monde qui aime bien ce podcast. Je trouve ça trop chouette. Et après, en expo, il y a l'expo de Basquiat que j'ai toujours pas vue, mais apparemment elle est géniale. Celle avec Warhol? Parce que je crois qu'il y en a 2 en ce moment. Alors, moi, j'ai pas trop Warhol, donc je vais pas conseiller d'aller l'autre. voir l'autre. Mais sinon, si vous avez l'occasion d'aller voir l'expo sur Alice Neel, N-E-2-L, qui est une peintre absolument incroyable. Genre vraiment, son travail est fou. Vraiment, si vous pouvez aller voir ça, c'est trop bien. Si ça tourne en dehors de Paris, parce que moi j'ai vu au Centre Pompidou, mais je sais pas si après ça va circuler. En film, là... T'es pas obligé de dire tous les trucs non plus. Hein. Je saurais pas quoi dire. Par contre, en série, The Office, c'est super. N'hésitez pas à aller voir ça. Tu sais, je me suis refait un rewatch là ces derniers mois. Moi aussi. Je suis à fond là. Et je les retrouve comme si c'était mes copains. C'est trop bien. Et je rigole à chaque phrase de Michael, même celles qui sont pas drôles. Ouais. Ah, mais je les adore, je suis trop contente. J'ai l'impression de redécouvrir des trucs à chaque fois que je regarde. Et j'ai l'impression, comme j'avance dans ma vie, j'ai des visions différentes de certaines situations aussi. Et je trouve ça trop cool. Ouais, en fait. C'est vrai, je suis d'accord. Non, c'est trop bien. J'aime bien les trucs qui évoluent comme ça. Moi, je vais vite fait parler de la mienne de recommandations culturelles, comme ça c'est fait et j'ai pas à l'enregistrer à la suite. J'ai découvert récemment que la société de production et de distribution A24, qui a fait plein de films de fous, enfin j'ai l'impression que tous les films qu'ils produisent c'est toujours des petites pépites. Ils ont fait ceux de Ari Aster, donc Midsommar et Hérédité, qui sont des films qui font peur mais que j'ai pu regarder, donc c'est pas si pire que ça honnêtement. Mais ils ont fait aussi là dernièrement, qui ont été oscarisés. Ils ont fait Everything Everywhere All at Once et The Whale. Ils ont fait aussi Moonlight de Barry Jenkins. Ils ont fait Lady Bird de Greta Gerwig. Enfin bref. Franchement, ça fait 10 ans qu'ils existent, cette boîte de prod, et je pense qu'ils sont un peu à suivre parce que ils s'implantent partout. À part là, ils ont produit une série qui fait un peu polémique qui s'appelle The Idol, je pense. C'est avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Bon bref, il y a des histoires nulles dessus et c'est pas encore sorti, donc je sais pas, on va voir. Bref, ils ont un podcast. J'ai découvert qu'ils avaient un podcast qui s'appelle The A24 Podcast. Et en fait, ils invitent deux personnalités, donc ça peut être autant des réals que des comédiens, peu importe, du milieu du cinéma, à parler ensemble. Voilà. Donc là, j'ai écouté un épisode avec Barry Jenkins et Greta Gerwig. Et c'est trop cool parce qu'ils parlent de leurs films, ils parlent de comment est-ce qu'ils réalisent, comment est-ce qu'ils vivent. Et c'est trop intéressant. J'ai écouté aussi un épisode avec Michael Cera et Jonah Hill. Et c'était marrant aussi. Et en fait, eux, ils sont potes, donc ils racontaient juste leur vie. Et c'était rigolo. Très intéressant, c'est en anglais, malheureusement. Donc si on comprend pas tout, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils parlent vraiment comme nous là. Donc si on n'est pas très fluent... comment on dit bon bref, si on se débrouille pas en anglais c'est compliqué, mais si on comprend l'anglais c'est vraiment cool et c'est hyper intéressant. Et c'est des conversations d'1 heure, donc ça va en profondeur des choses aussi, et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre parler, pas forcément que les acteurs ou les réals sur leur set, dans tous les trucs de behind the scenes et tout. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des gens qui sont posés et qui parlent. Donc voilà, c'est ma petite reco. Est-ce qu'éventuellement il y a des réseaux sociaux que tu veux partager ou... Enfin, il y a moi IMDb, hein, bien sûr, mais... C'est mon CV, quoi. C'est ton CV. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à une prochaine fois. Avec plaisir. Recoucou, c'est Alix du Placard qui vient conclure cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a intéressé. Personnellement, je suis assez contente d'avoir pu aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez deviné probablement, mais c'est le fait d'être une femme dans un milieu et dans des métiers qui sont traditionnellement considérés comme étant masculins. C'est un sujet important. Il y a plein de choses qui se mettent en place au fil des années pour promouvoir
la parité dans le milieu du cinéma. Ça concerne tout autant des femmes qui sont dans des métiers considérés comme étant masculins que des hommes qui sont dans des métiers considérés comme féminins. Notamment dans quelques épisodes, je vais accueillir un script et non pas une script. Donc on aura aussi le point de vue de cette personne sur sa condition. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute. Ça prend pas longtemps à faire, mais ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram @fds.podcast. N'hésitez pas à aller le suivre, vous avez toutes les infos et les actualités de la feuille de service dessus. On se retrouve donc dans 2 semaines avec un nouvel invité. Cette fois-ci, on va quitter les plateaux de tournage et on va parler plutôt de création digitale. Je peux pas être plus vague et plus précise que ça en même temps. Voilà, dans 2 semaines. Salut!